Azure Storage Account, qui est un compte de stockage dans Azure, est l'un des services les plus populaires de la plateforme InfoNuagic. Nous verrons dans cette capsule vidéo les différents services et fonctionnalités qui sont disponibles dans cette plateforme. Azure Storage Account est tout simplement un conteneur qui regroupe un ensemble de services de stockage. Donc, ce que Microsoft a fait, c'est qu'ils ont défini ce qu'on va appeler ici un compte de stockage et à l'intérieur, ils rendent disponible tout un ensemble de services. On va notamment y retrouver Azure File, qui est un service, Azure Queue, qui est une file d'attente, Azure Table ou encore Azure Blob Storage. Le compte de stockage est un service de stockage NoSQL parce qu'ici, on n'a pas de notion de schéma de données comme c'est le cas avec des bases de données relationnelles. Dans le compte de stockage, vous pourrez sauvegarder des messages dans les files d'attente. Vous pouvez sauvegarder des fichiers PDF dans vos objets blocs. Vous pouvez sauvegarder des données qui s'approchent un peu d'une structure relationnelle dans les tables Azure, etc. La combinaison des services dans un seul compte de stockage va permettre de gérer l'ensemble de ces services comme un seul groupe, ce qui offre bien évidemment une certaine flexibilité dans l'utilisation et dans le provisionnement d'un compte de stockage. Pour créer un compte de stockage, on va utiliser le portail Azure et bien évidemment, on aura à notre disposition différents onglets qui vont nous permettre de définir les informations sur notre compte de stockage. Le premier onglet, qui est l'onglet de base, va nous permettre de définir l'abonnement, le nom du compte de stockage, l'emplacement et bien évidemment le type de compte et les performances qu'on aimerait avoir entre le standard et le premium. Pour finir, on a la réplication qu'on va configurer et que je vais prendre la peine d'expliquer parce que c'est quelque chose de très important lorsqu'on est en train de provisionner un compte de stockage. Ensuite, on a la zone mise en réseau qui va permettre d'intégrer notre compte de stockage avec un réseau virtuel ou bien un point d'accès privé, ce qui va permettre de ne pas rendre celui-ci accessible sur Internet. On a la protection de données qui va permettre de configurer les options de protection de nos données, notamment en ce qui concerne le chiffrement, etc. Dans les paramètres avancés, on aura quelques informations supplémentaires qu'on peut configurer. Puis l'onglet étiquette va nous permettre de définir nos différentes étiquettes. Et après, l'onglet vérifier plus créer va permettre de faire la validation et de procéder à la création de notre compte de stockage. Alors, quelles sont les informations qui sont importantes lorsqu'on est en train de créer un compte de stockage? La première chose, c'est les performances. C'est quoi le niveau de performance que j'aimerais avoir à ma disposition? On a le choix entre le standard et le premium. Le standard va permettre de disposer de tous les services de données, donc blocs, fichiers, failles, files d'attente, table, et utilise des lecteurs de disques magnétiques. Donc, avec le standard, on a un bon niveau de performance, mais dans un contexte d'entreprise qui gère des gros volumes de données, le standard pourrait ne pas répondre à notre besoin. À ce moment, on va y aller avec le premium. Sauf que lorsqu'on prend l'option premium, on n'a pas à notre disposition tous les services. OK? On n'aura pas à notre disposition tous les services. Donc, on aura le premium qui va permettre d'avoir à notre disposition uniquement le stockage des données non structurées comme les objets blocs de blocs ou l'ajout et le stockage des fichiers spécialisés utilisés pour créer et stocker des partages de fichiers premium. Ces comptes de stockage vont reposer sur des disques SSD pour le stockage. Donc ici, on aura des disques qui offrent des meilleures performances, sauf que ça vient aussi bien évidemment avec un certain coût. Alors lorsqu'on va aller au niveau du premium, on n'aura pas à notre disposition des files d'attente, on n'aura pas le table, le service Azure Table, on aura tout simplement à notre disposition le bloc ou selon le niveau qu'on a pris, le partage de fichiers. Puis on a
Une autre option qui est importante et qu'il faut maîtriser, c'est la notion de réplication. La stratégie utilisée pour effectuer des copies de données dans une optique de protection contre une défaillance matérielle ou une catastrophe naturelle s'appuie sur la notion de réplication. Ce que Microsoft Azure fait, c'est qu'il va gérer automatiquement au moins 3 copies de vos données dans des centres de données associés au compte de stockage. La réplication minimale est appelée ici LRS pour Local Redondance Zone. Ici, c'est une redondance locale où nos données seront répliquées dans plusieurs centres de données dans la même région. OK? Donc ici, on est dans une redondance ou bien dans une réplication locale. Bien évidemment, cette option ne protège pas en cas de panne qui vient affecter l'ensemble d'un centre de données ou d'une région. À ce moment-là, si on veut être protégé contre cela, on va y aller avec une mise à niveau pour utiliser le stockage géoredondant. Le stockage géoredondant va permettre ici notamment de faire la réplication sur différents centres de données à travers le monde. Nous allons revenir plus tard sur les options de stockage, sur les options de réplication qui sont disponibles au niveau de la plateforme. Également, on a la notion de niveau d'accès. Le niveau d'accès contrôle la rapidité avec laquelle vous pouvez accéder au blob dans un compte de stockage. On distingue ici le niveau d'accès chaud, dans le hot, et le niveau d'accès froid. Le niveau d'accès chaud s'applique uniquement aux blobs et sert de valeur par défaut pour les nouveaux blobs. Okay? On a également le transfert sécurisé requis. Cette fonctionnalité permet de déterminer les protocoles qui vont être pris en charge pour l'accès. Quand cette fonctionnalité est activée, ici on va exiger le protocole HTTPS pour un transfert via une connectivité sécurisée. Tandis que si l'option n'est pas cochée, on va autoriser les transferts via le protocole HTTP. Pour finir, on a la notion de réseau virtuel qui va permettre bien évidemment d'isoler nos comptes de stockage au travers des VNet qui sont ici des réseaux virtuels. Lorsqu'on veut créer des comptes de stockage, on a à notre disposition plusieurs outils pour le faire. On peut passer par le portail Azure, comme on l'a vu dans l'une des slides. On peut passer par l'invite de commande en utilisant Azure CLI. On peut utiliser du Azure PowerShell ou on peut tout simplement scripter via du Bicep ou du Azure Resource Manager. Intéressons-nous maintenant de façon spécifique à chaque service qu'on retrouve dans Azure, dans un compte de stockage Azure. Le service stockage de table va permettre d'avoir à notre disposition un service permettant de stocker des données structurées, non relationnelles. Donc ici, on peut rapidement s'appuyer là-dessus pour créer des tables qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de notion de clés, qui n'ont pas de notion d'index, etc. Tous ces éléments qui sont implémentés par des bases de données relationnelles viennent bien évidemment avec un certain coût en ce qui concerne la gestion, la consommation des ressources, etc. Or, lorsqu'on y va avec une approche de données structurées non relationnelles, on se retrouve avec une base de données qui est beaucoup plus petite et qui est moins coûteuse comparée à une base de données SQL traditionnelle. On ne va pas beaucoup s'attarder sur le service Azure Table, tout simplement parce que c'est un service qui maintenant a été transféré dans Azure Cosmos DB, qui est un service NoSQL populaire dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure, quoique ce service reste toujours disponible dans les comptes de stockage, mais Microsoft recommande de ne pas les utiliser et de s'orienter directement vers Azure Cosmos DB. On va s'intéresser maintenant au stockage des fichiers Azure. Le stockage des fichiers Azure crée des partages des fichiers dans le cloud et permet d'accéder aux partages des fichiers depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Donc, grâce au stockage des fichiers, on est capable de stocker des gros volumes de données pouvant atteindre jusqu'à 100 téraoctets de données dans un seul compte de stockage.
Bien évidemment, c'est un service qui est entièrement managé par le fournisseur de la plateforme infonuagique et nos données qui sont stockées là-dedans sont répliquées directement au niveau des centres de données de Microsoft pour assurer une certaine disponibilité des différents services. Le service de stockage des fichiers repose sur le protocole SMB pour le partage des fichiers. On a également le service de file d'attente qui est l'un des services que nous allons beaucoup utiliser. Le service de file d'attente permet tout simplement de stocker un grand nombre de messages. Okay? Donc, on a en quelque sorte une file d'attente qui va nous permettre de déposer nos messages et ensuite, on va être en mesure d'aller consulter ces messages dans la file d'attente. Une file d'attente peut contenir des millions de messages dans la limite de la capacité totale d'un compte de stockage. Les files d'attente, on va couramment les utiliser dans plusieurs scénarios. On a par exemple des scénarios de traitement de façon asynchrone. Dans le cas de traitement de façon asynchrone, un service A peut tout simplement déposer ces messages qui doivent être traités par un service B et ne pas se soucier de quand est-ce que le service B vient lire ou bien quand est-ce que le service B vient traiter les messages. À ce moment, le service B de façon asynchrone, selon ses capacités, va écouter la file d'attente et aller lire les différents messages qui sont dans cette file d'attente pour les traiter, bien évidemment. Donc ça, c'est un service intéressant que nous allons beaucoup utiliser dans le cadre de ce cours. L'autre service intéressant que nous allons également beaucoup utiliser dans le cadre de ce cours est le service Blob Storage, dans le stockage par bloc. Azure Blob Storage est un service qui va nous permettre tout simplement de stocker des données non structurées. On va parler ici des fichiers, que ce soit des fichiers PDF, des images, etc. Il faut le voir un peu comme un OneDrive. Okay? On peut stocker tout type de fichiers qu'on voudrait là-dedans. Au niveau de Azure Blob, on distingue les objets blob de bloc, les objets blob de page et les objets blob d'ajout. La différence, c'est qu'au niveau de la taille, les objets blob de blob, on peut avoir une taille maximale de 4,7 Teraoctets, tandis qu'avec des objets blob de page, on peut avoir jusqu'à 8 Teraoctets de données. Pour les blobs d'ajout, la taille maximale est de 195 gigaoctets. Pour le blob de blob, c'est idéal pour le stockage des objets binaires, volumineux et discrets qui changent rarement. Donc, on va passer surtout à nos différents fichiers PDF, etc. Chaque bloc individuel peut stocker jusqu'à 100 mégaoctets de données. Un objet bloc de bloc peut contenir jusqu'à 50 000 blocs. Quand on parle de 50 000 blocs ici, ce sont les différents éléments qu'on peut mettre là-dedans. Tandis que pour le bloc de page, c'est organisé comme une collection de pages de taille fixe de 512 octets et c'est utilisé pour implémenter le stockage sur disque virtuel des machines virtuelles. On va utiliser surtout le bloc de page dans le contexte où on a envie de stocker des disques virtuels qui vont être utilisés par nos différentes machines virtuelles. Tandis que pour le bloc d'ajout, ici, un objet bloc de bloc utilisé pour optimiser les opérations d'ajout. Chaque bloc individuel peut stocker jusqu'à 4 mégaoctets de données. Nous allons essentiellement utiliser les objets bloc de bloc pour sauvegarder nos différents fichiers dans le compte de stockage. Donc, c'est l'option qui va le plus nous intéresser dans le cadre de ce que nous voudrons faire. Alors, quel type de compte de stockage vous pouvez utiliser? Lorsque vous allez sur les comptes de stockage, on a plusieurs types de comptes de stockage. On a l'usage général V2 standard. Ici, comme je l'ai dit, le standard va nous permettre d'avoir à notre disposition tous les services d'un compte de stockage, blob, fichier, file d'attente, table, etc. Tandis que lorsqu'on va au niveau premium, on va prendre et on aura des services spécifiques à notre disposition. Donc, on aura l'objet blob de bloc premium qui va mettre à notre disposition un compte de stockage premium permettant de stocker uniquement des objets de type blob. Pareil pour le partage des fichiers, donc on va y aller avec du partage des fichiers premium qui va nous permettre d'avoir uniquement du file share comme service dans notre compte de stockage et rien d'autre. Il y a également pour le page premium qui va nous permettre d'avoir à notre disposition du premium pour peut-être stocker des disques de machines virtuelles.
Regardons maintenant de façon un peu plus détaillée les stratégies de réplication. Comme on l'a vu, lorsqu'on va déposer nos données sur notre compte de stockage, nos données sont répliquées dans plusieurs centres de données et on a 3 copies au minimum qui vont être créées dans la même région. Maintenant, on a plusieurs stratégies de réplication qui vont nous permettre de bénéficier parfois d'un niveau de disponibilité un peu plus élevé, moyennant bien évidemment moyennant des coûts un peu plus élevés. Si on regarde alors toutes les options de réplication qui sont disponibles, on a la première option qui est le LRS, donc Local Redondance. Avec le LRS, qui est une redondance locale, nos données seront répliquées dans un seul centre de données. Ce qui veut dire que s'il arrive qu'on a une indisponibilité au niveau du centre de données, on n'aura plus accès à nos données. Si on a une panne au niveau de la région, on n'a plus accès à nos différentes données. Donc ici, nos données sont uniquement répliquées dans un seul centre de données sur plusieurs serveurs de ce centre de données-là. Ensuite, le ZRS, le zone redondance, donc la redondance dans une zone. À ce moment-là, on va avoir nos données qui sont répliquées dans plusieurs centres de données dans une région. Okay? Ce qui veut dire que si un centre de données n'est pas disponible, on aura toujours accès à nos données. Mais par contre, si on a une panne dans toute la région, on n'a plus accès à nos données. Si on veut avoir une meilleure disponibilité de nos données, il faudrait qu'on se dirige vers le GRS pour une redondance, pour une géoredondance. Donc ici, le GRS, c'est la géoredondance. Avec la géoredondance, on aura nos données qui vont être répliquées au niveau du centre de données, au niveau de la région et au niveau des autres régions. Dans d'autres régions, par exemple, si mes données sont au Canada central, il y aura une réplication peut-être à Canada East, ce qui va me permettre d'avoir de la géoredondance de telle sorte que s'il y a une indisponibilité d'une région entière, à ce moment-là, la région de secours sera capable d'entrer en jeu et je pourrai retrouver mes données. Ici, le risque de perte de données est vraiment très, très faible. OK? On a également le GZRS, qui est également une autre option de redondance qui est disponible uniquement avec le niveau Premium V2. Le GRS est disponible avec le niveau Premium V1, le niveau Premium V2 et le niveau Blob. Tandis que le ZRS est disponible avec le niveau Premium V2 uniquement et le LRS avec le niveau Blob, niveau Premium V2 et le Premium V1. Okay? Alors, comment est-ce qu'on fait pour accéder à notre compte de stockage? Pour accéder à notre compte de stockage, tous les services qui ont été implémentés dans notre compte de stockage sont accessibles à partir d'une URL qui est spécifique. Elle sera toujours sous la forme windows.net. Ensuite, on aura core. Puis, on aura le service qui est supporté. Donc, si c'est par exemple des conteneurs blob que j'ai créés, à ce moment-là, c'est avec le blob qu'on pourra y accéder. Puis, le nom de mon compte de stockage. Alors, si j'ai déployé un compte de stockage qui s'appelle compte de stockage 1 et qui utilise le niveau tarifaire standard, à ce moment, j'aurai à ma disposition les services de conteneurs, des tables et des files d'attente et des fichiers. Si je veux maintenant, à partir de mon application, aller déposer un message dans ma file d'attente, je vais utiliser le lien suivant, donc mon compte de stockage, le nom de mon compte de stockage, .q.core.windows.net. Également, Microsoft a implémenté un outil qui s'appelle l'explorateur de stockage, qui est une application desktop qu'on peut installer sur notre ordinateur. Et à partir de cette application-là, on peut se connecter et gérer les différents objets qu'on va retrouver dans notre compte de stockage. Pour finir, si on veut accéder à notre compte de stockage à partir d'une application, il y a différents kits de développement qui ont été implémentés par les développeurs de Microsoft
pour permettre de manipuler avec une certaine flexibilité le compte de stockage dans nos applications. Nous avons justement l'équipe pour le SDK pour .NET, Java, Python, Node.js, C++ et pour finir Azure CLI. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter. Merci.